Salut Gaël, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, Tony. Ça va très très bien. Bon, tu es en direct de l'île de la Réunion, c'est ça? Oui, je suis rentré dans mon île depuis 5 ans. Ça passe vite et en même temps, ça fait déjà 5 ans. Donc, voilà, plein de choses qui se sont passées et voilà, je suis content d'être rentré et je suis heureux de participer au développement du MMA ici, quoi. D'accord, super. Et avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire si tu as des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Internet? Oui, j'ai des réseaux. Je suis plutôt sur Instagram. Avec mon Instagram, c'est Grimaud Gaël MMA. Et je suis aussi sur Facebook, mais beaucoup, beaucoup de partages sur Instagram. Et bon, je vais monter aussi une autre page Instagram qui, là, je vais plus distribuer du contenu sur toutes les phases du combat, en fait. J'ai l'avantage d'avoir fait toutes les disciplines que le MMA comprend. Je suis ceinture noire de judo, ceinture noire de JJB. J'ai fait un bon 10-15 ans de boxe. Donc voilà, je vais partager sur ma nouvelle page Instagram qui s'appellera Gaël Grimaud. Non, c'est Global Grimo, en fait, parce que j'aime bien le voyage. J'ai fait un tour du monde en 2017 dans ce principe-là, hein, de partager sur un an les clubs du monde entier. Et donc, du coup, comme j'ai accumulé un peu de connaissances, j'ai été voir un petit peu dans le monde entier les différentes techniques, les différentes formes de pédagogie, les différentes formes de combat, etc. Donc, bientôt, je lance cette chaîne-là pour partager ce que j'ai accumulé quoi, pendant mon expérience, quoi. D'accord, bah, c'est cool. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter et détailler ton parcours dans les arts martiaux et les sports de combat? Oui, je suis Gaël Grimaud. Je suis combattant de MMA professionnel depuis 15 ans. J'ai commencé en France, c'était pas du MMA, c'était du pancras à l'époque, avec les premiers 100% fight. Ensuite, j'ai combattu dans l'organisation d'une M1 Challenge, qui était une organisation russe à l'époque. Alors, j'ai vu, et puis je suis passé au Cage Warrior, où là, j'ai pris la ceinture du Cage Warrior en moins de 77 kilos. J'ai dû la défendre 2 ou 3 fois sur 3 ans. Et ensuite, je suis revenu en France sur le 100% Fight et j'ai participé au premier Hexagone MMA juste après le Covid il y a 4 ans. Ok, ok, bon, c'est bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu vas encore faire des combats? Est-ce qu'il te reste un combat à faire ou des combats à faire? T'en es où? Alors, en prévision, je préfère dire il me reste un combat à faire. Aujourd'hui, je suis plus dans l'organisation du MMA et puis de diffuser, de transmettre. Mais bon, j'ai encore des choses à dire dans le MMA, des choses à faire dans le MMA. À mon 29e combat, j'ai 29 combats à mon actif et j'aimerais bien finir sur un chiffre rond, donc 30 combats. Donc c'est pour ça que je me suis lancé le défi de faire un dernier combat au moins. Et bon, après, des fois, si ça se passe bien et que j'ai encore les capacités, peut-être ça peut partir sur plusieurs combats. Mais en tout cas, je ferai le 30e combat, ça c'est sûr. Et après, on verra comment ça se passe parce que je suis aussi dans l'organisation d'événementiels, de MMA. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se passer pour moi prochainement, quoi. D'accord. Et là, tu as quel âge? J'ai 45 ans. D'accord. Donc, tu es dans l'organisation de combat de MMA. Tu vas encore faire au moins un dernier combat et tu es coach aussi. Oui, je suis coach. Par la force des choses, c'est vrai que j'ai beaucoup de jeunes, surtout à La Réunion, qui viennent vers moi pour profiter de mon expérience. Donc, du coup, je suis un mentor et un exemple pour eux.
Et puis, bon, j'ai beaucoup de choses à leur apprendre, donc par la force des choses, je coach. Il faut dire aussi que ben, je suis coach depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'avais déjà mon diplôme d'état de judo parce que j'avais un parcours de judo avant de commencer le MMA qui était ben, de l'âge de 7 ans jusqu'à 20 ans, on va dire. Et ensuite, voilà, j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif spécialité judo. Et c'est vrai que pour financer ma carrière de MMA, parce qu'à l'époque, bon, c'est pas comme aujourd'hui où les cachets, bon, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a pu connaître. Il y a 15 ans, bah, j'étais obligé de travailler pour financer ma carrière. Et le choix que j'ai fait, c'est de travailler en tant que coach bah, de MMA, hein, même si je savais pas vraiment réellement boxer, même si j'avais pas réellement ce qu'était le MMA à l'époque, ben, j'ai décidé de coacher des débutants et puis bon, de fur et à mesure de coacher, de prendre un rôle de coach et de combattant, quoi, en fait. D'accord. Et toi, c'est pour quelle raison que tu as voulu devenir compétiteur? C'est quoi qui t'a poussé à l'être? En fait, moi, comme je te disais, j'ai commencé par le judo. J'avais 7 ans quand j'ai commencé le judo. C'est ma mère qui m'a mis au judo pour suivre mon grand frère parce que bah, on vient d'un quartier difficile à La Réunion et c'était une solution pour nous canaliser, en fait. Le judo, ça nous a permis de trouver un cadre intéressant en dehors du quartier dans lequel on vivait. Et c'est vrai que ben, le judo associatif, c'est toujours accompagné de la compétition. À la base, je suis pas, enfin, j'étais pas très judo et très compétiteur, mais j'ai compris qu'avec la compétition, ben, nous à La Réunion, voilà, on est sur une petite île. La compétition, ça me permettait de voyager. À chaque fois, tu gagnes une compétition à partir on va dire à partir de minime quand tu as 12, 13 ans, ben, ça te donne l'accès à un billet d'avion pour aller défendre tes chances en championnat de France, par exemple. Donc ça, très vite, je l'ai compris et c'est là où je me suis intéressé vraiment à la compétition parce que je savais qu'il y avait quelque chose, une récompense au-delà de la notoriété ou de la reconnaissance que tu pouvais avoir auprès de tes profs ou auprès de tes camarades, tout ça. Ben, il y avait cette envie de voyager. À chaque fois que je gagnais un championnat de La Réunion, par exemple, bah, ça me permettait de prendre l'avion et d'aller à 13 000 kilomètres en métropole et voir autre chose. Et ça qui m'a enfin, d'ores et déjà intéressé à la compétition. Après, c'est vrai que il fallait que je trouve une autre motivation. Quand j'ai pris le MMA, j'ai commencé le MMA assez tard, hein, j'avais 26 ans déjà quand j'ai commencé le MMA. Quand j'ai commencé le MMA, c'était tout à fait autre chose. J'avais pas réalisé ce que je voulais faire dans le judo, parce que de fil en aiguille, même si je combattais en judo la compétition pour les billets d'avion, pour voyager, etc., derrière, je nourrissais quand même un rêve secret d'être champion de France et peut-être faire le championnat du monde. Ça, je l'avais pas réalisé en judo et donc du coup, frustré quand je rencontre le MMA, bah, c'était une de mes motivations. Je savais que bah, il y avait la reconnaissance et puis une certaine amertume que j'avais pas réalisée et que j'ai pas eu de reconnaissance que j'espérais auprès de mes pairs, on va dire, de mes profs de judo, de mon entourage de judo. Ça, je voulais pas le rater en MMA. Je voulais vraiment réaliser quelque chose d'intéressant en MMA et bon, ça s'est produit avec bah, la première ceinture du 100% fight et ensuite avec la ceinture du Cage Warrior. Voilà, c'est cet amour de se concrétiser dans quelque chose qui m'a motivé à la compétition, en fait. D'accord. Et parmi les combattants qui t'ont inspiré à l'époque, bon, parmi les premiers, il y avait des gens comme Anthony Rea, Jean-François Lenog, Cyril Diabaté, Bertrand Amoussou, Emmanuel Fernandez. Est-ce que parmi ces gens-là, il y en a qui t'ont inspiré ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors en France, j'ai pas eu, en réalité, j'ai jamais eu comme tout le monde, de combattants qui m'ont réellement inspiré. Comme tout le monde, j'ai aimé Vanderlei Silva parce que ben, c'était très agressif
comme j'aimais son agressivité, j'aimais ce qui pouvait lâcher sa liberté sur un ring et même dans une cage. J'aimais le show que les différentes organisations de l'époque produisaient, le spectacle qu'il y avait autour. Mais j'avais pas réellement de combattants qui m'inspiraient. Surtout pas en France. J'ai eu la chance de côtoyer Anthony Rea, que j'ai respecté parce que ça a été un sparring partenaire de qualité qui m'a permis de progresser. Mais réellement, je n'avais pas d'exemple. Enfin, pour moi, je pouvais faire aussi bien, voire mieux que les combattants français. Et puis, bon, après, ben, par la force des choses, j'ai eu la chance d'aller à Montréal et voir évoluer Georges Saint-Pierre. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à respecter, enfin, à suivre le personnage, en fait. Aujourd'hui, avec du recul, et aujourd'hui, ben, je suis un peu plus spectateur. Donc, c'est vrai que là, il y a des combattants qui m'inspirent plus dans notre époque, dans cette époque-là, que à l'époque où j'étais 100% compétiteur, en fait. D'accord. Et justement, parmi les combattants qui t'inspirent aujourd'hui, tu pourrais nous citer qui, par exemple? Ouais, aujourd'hui, bon, les combattants, un mec comme John Jones, qui n'est pas inspirant dans sa façon de faire les choses, mais dans sa compréhension du combat et dans sa détermination, quelqu'un qui est inspirant parce que voilà, c'est quelqu'un qui comprend le combat et qui voit toutes les facettes du combattant. J'aime bien les combattants qui sont instinctifs et qui arrivent à faire l'équilibre entre l'instinct et leur lucidité, en fait. Donc, John Jones, c'est un combattant qui, pour moi, bon, après, tout le monde, on va dire que, voilà, il y a eu des dérives, etc., mais qui, qui, euh, qui est totalement sain, l'esprit et le corps, il n'y en a pas vraiment. Après, un mec comme Georges Saint-Pierre, je le respecte encore parce que ben, aujourd'hui, même après quelques années avoir pris sa retraite au niveau du combat, ben, c'est quelqu'un qui reste en forme, qui a toujours été droit dans ses paroles et dans ses actes, etc. Donc voilà, c'est des combattants qui sont un peu de légende et qui a tout mon respect. J'ai eu la chance de faire venir Benoît Saint-Denis il y a 2 mois. Voilà, c'est un combattant que je respectais déjà parce qu'on s'est rencontrés et puis on a sympathisé il y a quelques années. Il est venu donner un stage, il est venu côtoyer ben, les Réunionnais, etc. C'est quelqu'un qui garde un état d'esprit de combattant, d'agressivité, mais qui reste un homme avant tout et qui a exécuté un stage de grosse qualité avec toute son humilité et toute sa science qu'il a pu accumuler pendant ces années de combat, quoi. D'accord. Pour gérer ta carrière aujourd'hui, est-ce que tu es seul ou est-ce que tu as un manager? Je m'entoure aujourd'hui. Je travaille en proximité avec Rudy Vallon. C'est une personne qui est nouveau dans le management MMA. Il a été dans le football il y a quelques années. Aujourd'hui, il s'est mis ce défi-là de venir manager des combattants au niveau du MMA. Alors voilà, c'est le genre de personnes avec qui j'aime bien travailler parce que bon, ils sont nouveaux, ils ont soif d'apprendre. Rudy apprend très vite. Alors quand je dis apprendre, c'est dans le métier de management, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui connaît le MMA depuis les débuts du MMA en France en fait. Ça fait très très longtemps, ça fait pratiquement une vingtaine d'années qui regarde le MMA, qui s'y connaît et arrive à faire une analyse très juste du MMA actuel et du MMA passé. Donc, c'est le genre de personnes voilà, qui aujourd'hui essaient de se concentrer sur quelques combattants, un petit groupe de combattants. C'est vrai que très peu de managers qui en France ont beaucoup de combattants aujourd'hui parce qu'ils ont fait leurs preuves, parce qu'ils ont envoyé des combattants à l'UFC.
Et ben, il y a une vague de managers qui arrivent aujourd'hui avec ben, cette fraîcheur-là, parce que bon, ils n'étaient pas dans le domaine du management de combat à l'époque, mais voilà, aujourd'hui, ils arrivent à se focaliser sur quelques combattants et que ce soit des amateurs ou des nouveaux professionnels et faire évoluer leur carrière. Donc voilà, j'ai appris par le fil des années qu'on ne peut pas faire tout seul. J'ai fait longtemps tout seul parce que bon, voilà, enfin, le MMA avait pas la hype qu'il y a aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, ben, pour moi et pour mes jeunes combattants, ben, j'essaie de constituer une équipe avec un manager comme Rudy, avec un kiné, un ostéopathe, un préparateur physique, une préparatrice physique pour le coup, qui est mon épouse, qui m'a aidé à devenir champion du monde de Cage Warrior. Donc, on a toute une équipe qui aujourd'hui suit mes combattants et suit moi-même pour pouvoir arriver. Après, il y a une autre dimension, c'est la dimension économique. Donc là, on est encore, c'est nous qui faisons bah, les levées de fonds, etc., pour pouvoir financer les combattants. Mais on est en train de se structurer pour aussi avoir des personnes qui se chargent de trouver des sponsors, trouver des biais, des leviers économiques pour qu'on puisse financer bah, les préparations et surtout toute la partie événementielle qu'on va mettre autour du MMA à Rennes, quoi. D'accord. Et justement, les sponsors et les donateurs, vous les trouvez, bon, vous les démarchez, mais si jamais il y en a, par exemple, qui regardent cette vidéo et qui veulent te sponsoriser ou sponsoriser certains de tes combattants, comment peuvent-ils faire pour entrer en contact avec toi? Bah, tout simplement rentrer en contact sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn. Qui est un réseau social où il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a enfin, tous les entrepreneurs qui souhaitent travailler enfin, sur le sport de façon professionnelle ou de façon à aider financièrement vont sur ce réseau social-là. Donc en message privé, etc. Et puis ben, de temps en temps, pour les combattants, on met en place des cagnottes. Et puis on met aussi des offres en place qui permet aux entrepreneurs, aux personnes qui souhaitent sponsoriser, d'avoir une contrepartie, en fait, une contrepartie peut-être d'image ou peut-être même de stage ou de séminaires d'entreprise, etc. Donc, on a tout un panel d'offres pour les entrepreneurs qui permettra de mettre leur image de marque et de renforcer leur image auprès de leurs propres clients ou auprès voilà, du public, du grand public, en aidant des combattants qui aujourd'hui, de plus en plus, on a de plus en plus de visibilité sur les chaînes mainstream ou même sur les réseaux sociaux, hein, c'est assez viral, le MMA et puis ce qu'on propose comme contenu. Donc voilà, il y a tout à gagner tout en sachant que bah, un chef d'entreprise, au lieu de tout ça, pour parler simplement, au lieu de donner de l'argent directement à l'État, bah, s'ils investissent sur un combattant, c'est-à-dire ils sponsorisent un combattant, c'est une rétribution à leur fiscalité qui est intéressante pour nous, quoi, en fait, pour tout le D'accord. monde. Ok. Est-ce que tu as combattu en Afrique du Sud? Non, je n'ai pas combattu en Afrique du Sud, mais j'ai combattu des Sud-Africains. Il y a une dizaine d'années, on va dire, on a organisé un événement sur La Réunion, et puis comme l'Afrique du Sud est à côté, donc on a invité des combattants de l'AEF, l'organisation de sud-africaine, pour venir combattre sur La Réunion. J'aurais aimé aller sur place à cette époque-là, mais j'ai eu d'autres propositions qui étaient plus intéressantes, avec des défis un peu plus intéressants, donc j'ai préféré combattre ailleurs. D'accord. Alors après, est-ce que tu peux nous parler du MMA à La Réunion en nous expliquant quelles sont les différences avec la métropole et quelles sont les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer
à La Réunion par rapport à la métropole? Il vous manque quoi pour faire exploser le MMA sur l'île de La Réunion? Alors, si je prends, j'ai vu une interview de Lionel Brézéfin qui expliquait comment se passait le MMA dans le monde. Le MMA, à la base, le sport, on va dire, tous les sports commencent par, c'est une pyramide. Tous les sports commencent, la base de la pyramide, c'est les débutants. Ensuite, les débutants deviennent des amateurs et ensuite deviennent des professionnels. Le MMA a commencé différemment. On a commencé par la dimension professionnelle, les combats de l'UFC qu'on a vus, etc. Ensuite, ça a mené les combattants amateurs à un niveau en dessous des professionnels, semi-professionnels. Il y a eu plein d'organisations dans tous les pays, dans des pays où le MMA n'était pas vraiment légalisé. Par exemple, en France, le pancras, on pourrait dire que c'était de l'amateur parce qu'on ne gagnait pas le cachet des mecs de l'UFC. Mais voilà, il y avait quand même des combats qui ressemblaient et sans frappe au sol. Donc, du coup, on peut l'assimiler au combat amateur, on va dire. Et après, les débutants est venu après. Donc, le MMA a eu une ascension différente. C'est-à-dire qu'on a commencé par le professionnel, puis l'amateur. Et ensuite, aujourd'hui, ben, il y a des salles de sport qui commencent à se développer en France, à Paris, voilà, de plus en plus parce que bah, il y a une diffusion télé de l'UFC plus régulière et bah, il y a une hype un petit peu plus intéressante parce que les chaînes mainstream passent aujourd'hui les combattants et les événements sur leur chaîne. Donc nous, pareil, c'est le même travail, c'est que on a quelques clubs qui essaye de développer le MMA. Donc là, c'est la partie avec des débutants, etc. La partie amateur, bah, elle est encore assez floue parce que on fonctionne avec les compétitions du pancras encore ou les compétitions, la lutte aussi a sorti, enfin, a une formule qui ressemble un peu au MMA. Mais il n'y a pas de MMA professionnel. Pour une simple et bonne raison que aujourd'hui, les événements de MMA sont arbitrés par un corps arbitral, pardon, par un staff arbitral qui sont validés seulement en métropole. En métropole, sur le territoire français, sur l'Hexagone, bah, il y a, il me semble, 10 ou 11 arbitres seulement qui sont certifiés pour organiser, enfin pour arbitrer, pour organiser le MMA dans un événement en fait. Et c'est 11-10 personnes qui tournent sur la France. Nous, ça veut dire que si on veut faire un événement de MMA à La Réunion, il faut compter le coût de l'organisation, donc la cage, l'organisation du spectacle, la mise en place, etc., plus la venue des combattants et en plus ben, 10 officiels à mettre en place. Donc du coup, euh, ça donne la problématique que ben, ça élève le coût d'une organisation. C'est-à-dire que ça donne 10 billets d'avion en plus. Les billets d'avion sont pas donnés pour la Réunion. Ça donne 10 hébergements, 10 bouches à nourrir, 10 personnes à déplacer, etc. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on passe du simple au double, en fait. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle le MMA n'a pas été encore organisé, enfin, un combat professionnel ou une organisation professionnelle n'a pas été encore, ne voit pas encore le jour sur la Réunion. Ça aurait été plus simple. La solution, c'était de former des officiels réunionnais à La Réunion, qui est dans les prévisions, mais ben, pour l'instant, on est encore loin du compte, en fait. D'accord. Donc, ce qui veut dire, en fait, en gros, si on arrive à créer un événement à La Réunion professionnel avec ben, enfin, cette portée de spectacle, ce qu'est le MMA, ben, on aurait
plus de personnes qui s'intéresseraient au MMA, donc plus de personnes qui iraient vers les clubs. Et c'est comme ça que le MMA se développe partout dans le monde, en France et à La Réunion, ça serait le même cas, quoi. D'accord. Ok. Après, bon, aujourd'hui, il y a la FMMAF, donc la Fédération française de MMA, qui est sous l'égide de la Fédération française de boxe. Et il n'y a pas beaucoup de licenciés en MMA. Mais pourtant, on retrouve beaucoup de pratiquants de MMA qui sont sous la fédération de grappling, en grappling fight, qui sont en pancrace sous la FFKMDA, qui sont sous la fédération de lutte, sous la fédération de Kempo, sous la fédération de Sambo, qui sont en karaté mix avec la FFK, d'autres qui sont avec la fédération française de judo. Il y a même des clubs aujourd'hui de kickboxing ou de Muay Thai qui se mettent à ouvrir des sections de jiu-jitsu brésilien et qui mixent un peu tout ça. Donc en fait, est-ce que tout ça, ça joue pas en la défaveur justement de la Fédération française de MMA? Et est-ce que ça joue pas contre le développement du MMA en France? Ouais, forcément, bah, du moment, tu l'as dit au début de ta phrase, en fait, la FMMAF n'est pas encore une fédération délégataire. Donc, du coup, c'est pas une fédération à part entière, en fait. Donc, nous, en France, on est éduqués sur tous les sports sur le plan fédéral. C'est-à-dire que, ben, il y a une fédération avec un président de fédération, un vice-président et tout un bureau qui dirige la fédération, en fait. Et puis, bon, c'est un mini-gouvernement, on va dire, entre guillemets, et qui fait un peu la pluie et le beau temps dans la fédération. Ça existe en judo, en lutte, en kickboxing, etc. Ben, et ça n'existe pas encore en MMA. En MMA, aujourd'hui, ben, si on identifie les personnes qui œuvrent pour le MMA bah, de belle façon, mais de façon encore un petit peu archaïque à mon sens, bah, tu vois, c'est Lionel Brézéfin et Johnny Frachet. Donc voilà, donc les gens qui sont dans les autres fédérations et qui travaillent avec les autres fédérations, les professionnels et tout, bah, ils vont rester dans ces fédérations-là pour l'instant parce qu'ils n'ont pas encore accordé leur confiance à une réelle fédération. Je pense que demain, si la fédération se transforme, la FMMAF se transforme vraiment en fédération, bah, tout le monde va comprendre bah, avec un président, avec le format qu'on connaît d'une fédération. Là, ça donne un petit peu plus de crédibilité. Moi, il y a 5 ans, en arrivant à La Réunion, ben, les Réunionnais qui étaient là, Cédric Certenais, et puis ben, les personnes qui sont coordinateurs de la FMMAF aujourd'hui, ben, j'ai dû les convaincre de dire, ben, voilà, aujourd'hui, si le ministère des Sports ou le gouvernement a accordé leur confiance à ces deux personnes-là, à la FMMAF, mais qu'il a mis encore sous la coupe de la Fédération de boxe, ben, c'est à nous d'être soudés derrière, parce que si le ministère, déjà, ils ont fait une audit qui a duré 2 ans, avec ben, une analyse. C'est clairement une étude de marché qu'ils ont fait sur la viabilité du MMA en France économiquement et socialement. Donc du coup, ça veut dire que ben, le gouvernement est intéressé de pouvoir le développer en sécurité, en fait. Donc s'ils ont créé déjà, ils ont pas donné leur accord et leur confiance à la FMMAF sous encore la coupe de la boxe, bah, voilà, maintenant en France, on est créatif, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intéressement concret, c'est-à-dire pas de licenciés, bah, la fédération va encore vivoter, quoi, en fait. Donc, on réfléchit un petit peu à l'envers en France. On attend que la fédération devienne une vraie fédération pour pouvoir s'intéresser et complètement bah, prendre sa licence et mettre ses licenciés là-bas et être derrière la fédération. Euh, dans d'autres pays, bah, voilà, ils se disent, bah, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Ce qui a été le cas sur l'UFC, hein. On a vu l'UFC.
Et les mecs, ils sont intéressés à l'UFC. Ils ont dit, ouais, bah, tout le monde veut combattre à l'UFC. Et c'est pour ça qu'il y a eu un succès au niveau de l'UFC. Nous, voilà, on est un petit peu craintif là-dessus. Bah, il y a une fédération qui est plus proche du MMA et qui porte le nom du MMA. Donc, du coup, ça veut dire que c'est une fédération qui va devenir une fédération à part entière de MMA. Donc, allons le supporter, prendre des licences, mettre tout ce qu'il faut derrière, participer aux compétitions, essayer de provoquer des projets autour de cette discipline-là. En France, on est un petit peu dispersé, on est un peu diffus, on n'a pas encore confiance en ce qui va se passer sur ce projet-là. Donc, du coup, on est un peu partout dans les fédérations différentes, qu'en fait. D'accord. Euh, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, la démarche pour moi, c'est de se licencier, de mettre des projets autour de la FMMAF et de construire autour de ça, en fait, de supporter au moins l'initiative, quoi, en fait. D'accord. Ben oui. Et en plus, tant que tout ce que tu as dit n'aura pas été fait, en gros, ça laissera la porte ouverte à certaines dérives. Parce qu'aujourd'hui, on voit notamment des clubs avec des profs de MMA qui ne sont pas diplômés et qui du coup, alors c'est pas forcément gênant de pas avoir de diplôme, hein. C'est pas nécessairement le diplôme qui fait les connaissances d'un enseignant, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas de diplôme et qui vont ouvrir des clubs de MMA, mais qui se mettent sous la Fédération française de sambo ou de judo. Et on a parmi ces profs-là des gens qui n'ont quasiment aucune connaissance et qui pourtant, voilà, il y en a, ils ont juste une petite base de pied-point ou une petite base de lutte ou une petite base de judo ou de JJB, ou certains même c'est que du karaté. Ils n'ont pas un MMA complet et ils ouvrent des clubs. Après, ça donne des styles de MMA totalement différents aussi. Ouais, Et c'est vrai que c'est un risque. C'est un risque. Bon, aujourd'hui, bon, on est encore au balbutiement, hein, c'est pas se leurrer, même si on a l'UFC ou le PFL ou le Bellator en France. Bon, après, les gens sont pas bêtes, hein, ils vont voir que bah, c'est quand même la FMMAF qui donne l'autorisation à l'UFC qui organise l'UFC en France en termes de officiel, on va dire. Les gens ils vont se dire, ben voilà, la crédibilité de la MMAF, elle est plus enfin, tu sais, par la force des choses, ils vont aller vers la FMMAF s'ils sont pas trop bêtes, la majorité au moins, parce que ben, c'est eux qui décident si un combattant peut combattre ou pas. L'histoire de Doumbé qui a pas pu combattre à Paris, c'était la même chose. Alors que Doumbé était quelqu'un, un champion du monde de kickboxing, il n'a pas pu combattre à Paris parce que il ne correspondait pas à les règles que la FMAF a mis en place pour le territoire français, enfin. Donc, c'est pas parce que tu es champion du monde que tu fais champion du monde de kickboxing, du Glory, que tu dois passer outre l'autorité de la fédération qui est en place. Donc, les gens vont, par la force des choses, vont voir que c'est quand même la FMMAF qui organise, qui est en collaboration avec les grosses organisations, donc ils vont aller un peu plus vers ça. Quand ils passeront concrètement en fédération, voilà, on dira, voilà, là, on va aller se diplômer, etc. Euh, Dans les balbutiements, ça apporte aussi une dérive contraire, c'est-à-dire que on est dans un premier temps en train de décerner des diplômes tu sais, à des personnes qui, des fois, n'ont pas aussi les compétences. Ce que j'ai vu, ce que j'arrive à voir ici sur le territoire réunionnais, parce que c'est les débuts, parce que il faut former des gens pour former d'autres gens, on peut aussi accorder des diplômes à des personnes qui n'ont pas vraiment de compétences. Ce que j'ai vu aujourd'hui de mon expérience, parce qu'aujourd'hui, c'est simple, hein, il y a des instructeurs de grade qui décernent des diplômes enfin, pour avoir le grade vert, pour que les combattants puissent accéder à la compétition. Le grade vert, c'est le grade du milieu où tu peux accéder à la compétition, où tu peux accéder à des diplômes de MMA en fait.
Aujourd'hui, comment on a accordé les diplômes d'instructeurs, c'est parce que ils sont venus sur une journée de formation, etc. Et on n'a pas regardé s'ils avaient le niveau nécessaire eux-mêmes pour passer le grade vert, en fait. Donc, du coup, ils sont profs ou ils sont instructeurs, enfin, ou ils sont instructeurs de grade sans réellement avoir de compétences dans toutes les disciplines. Je dis pas dans peut-être bon en pied-point, mais en lutte ou en grappling, c'est léger ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc les dérives peuvent être dans les deux sens. Peut être le mec qui n'a pas de diplôme, c'est les débuts, hein, c'est dans tous les débuts de sport qu'on peut trouver ça. Le mec qui n'a pas de diplôme, qui le fait sans diplôme parce que soit il n'a pas confiance à la FMAF, ou sinon il fait du judo et il a envie d'intéresser son public et il fait du MMA parce que c'est ça qui attire le public. Par contre, là, en pied-point, il est pas du tout au niveau, donc ça ramène des mauvaises habitudes ou quoi que ce soit. Ou la personne qui justement, est là au début, a fait partie d'une formation et on n'a pas validé ses compétences techniques parce que c'est les premiers et il n'a pas non plus le niveau. Par contre, il est diplômé ou il a le titre de instructeur, en fait. Voilà. Ça, c'est un peu ce qui se passe faut se dire que le MMA n'a que 4 ans là, en France. Par rapport aux États-Unis où ça fait une quinzaine d'années, par contre, moi, j'ai l'intime conviction qu'avec le temps, le MMA français va changer la facette du monde, la facette de formation du MMA dans le monde, etc. Donc voilà, on est un peu au début, mais ça prévoit de belles choses si on arrive à tenir le cap, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications détaillées. Et après, dernière question. Avec tout ce que tu as accompli dans ton parcours, dans ta carrière et dans ta vie, aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est quoi ton but ultime? Moi, mon but ultime aujourd'hui, tu sais, personne n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire que en revenant à La Réunion, bon, il y a plusieurs phénomènes, hein. Il y a le phénomène où on est content quand je viens à La Réunion en vacances et je viens faire des stages, etc. Ça se passe bien. Mais quand je viens habiter ici, les gens, j'ai ressenti de la peur, j'ai ressenti des blocages, peut-être un problème de compétence ou de miroir, en fait, un effet miroir. Donc ça, c'est une analyse un petit peu plus psychologique. Donc c'est un peu plus difficile à faire adhérer aux personnes, à la majorité, à une voix sur le MMA. Donc du coup, voilà, ça c'est un peu compliqué. Mon rêve, c'est que les gens comprennent que je suis dans une phase de transmission, que ce soit dans le combat, parce que j'ai été combattant et je suis encore d'ailleurs, avant de faire mon 30e mon 30e combat, je suis encore combattant. Donc du coup, j'ai l'expérience du combat, du MMA dans le monde avec des milliers d'heures d'entraînement. Ensuite, j'ai été organisateur parce que des fois, j'ai dû organiser des événements à La Réunion ou à Toulouse où j'habitais, etc., pour créer une émulsion sur ce sport-là et puis faire connaître le sport. J'ai été arbitre parce que des fois, il n'y avait pas grand monde qui était dans ce stade. Enfin, j'ai touché à tous les facettes du MMA. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir le transmettre, en fait, que ce soit dans le combat, que ce soit en dehors et dans la cage, de le transmettre. Donc, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir organiser un événement de MMA, le premier à La Réunion, que tout le public réunionnais puisse jouir de ce magnifique sport parce que c'est vraiment un sport qui m'a sauvé la vie, qui a changé beaucoup, beaucoup de choses dans mon mindset, dans ma façon de voir les choses, dans ma vision, etc. Donc, du coup, mon plus grand rêve, c'est qu'un maximum de personnes puissent profiter de ça, en fait.
Ensuite, si j'ai l'opportunité d'emmener des combattants à leur plus haut niveau, en leur apportant la science que j'ai pu et l'expérience que j'ai pu acquérir pendant ces temps-là, ça me permettrait de valider personnellement une compétence, c'est-à-dire la compétence de coach. Et moi, ça me ferait plaisir que quelqu'un puisse ressentir ce que j'ai pu ressentir quand j'ai obtenu une ceinture, quand j'ai pu partager avec un peuple qui est complètement différent de ma culture, etc., partager avec des gens qui ont totalement une vision différente, etc. Donc ça, c'est un bonheur ultime et je le souhaite à tout un chacun, je le souhaite au public réunionnais. Donc c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour monter une structure qui ressemble à ce que j'ai vu dans le monde et à faire venir des organisations qui aujourd'hui sont les numéro une en France. Pas attendre 10 ans parce qu'on a 13 000 kilomètres de séparation, parce qu'on a surtout on a 10 ans de retard sur la métropole. On dit que la métropole, enfin la France a 10 ans de retard sur les États-Unis. Et nous, on a 10 ans de retard bon, maintenant 5 ans avec les réseaux sociaux, tout ça, mais on a du retard sur ce qui se passe en métropole. Mon rêve ultime, c'est de créer cette passerelle c'est une voie rapide vers le MMA. Parce que le MMA, La Réunion, c'est une terre de combattants. On a connu des champions qui sortaient de nulle part et qui sortaient de ce petit caillou-là. Donc maintenant, voilà, il faut que ce peuple puisse jouir de ses qualités, en fait, de ses qualités de combattant. Donc voilà, aujourd'hui, mon rêve, c'est vraiment de développer ça et puis d'offrir ça au peuple réunionnais. D'accord. Bah, écoute, je te souhaite vraiment d'y arriver. Ça va le faire. On va se battre, mais le combat, on connaît, donc donc il n'y a pas de souci. D'accord. Et du coup, avant de se laisser, est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, moi, c'est Gaël Grimaud MMA. Bientôt, c'est Global Grimaud. Sur Instagram. Et ensuite, sur LinkedIn, c'est Gaël Grimaud. C'est là où je mets tous les publications sur le projet social qu'on fait, parce qu'on a une fondation qui s'appelle l'Académie, la Grimaud Academy, là où on aide les jeunes des quartiers populaires à avoir un territoire favorable pour leur réussite, c'est-à-dire le MMA pour le développement personnel et ensuite le théâtre pour parler devant une caméra peut-être, ou les mises en situation sur les réseaux, etc. Et puis une partie de mentoring. Donc ça, je diffuse ça sur mes réseaux LinkedIn, Gaël Grimaud, et voilà. Donc ça, c'est les deux réseaux principaux sur lesquels on peut me trouver. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Gaël. Merci Anthony, c'était un plaisir. Avec plaisir, je t'en prie. Merci à toi et à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Ciao.